Pascal Breton et Kaou Langouette. Marie-Josée a vachement aimé. Bon, je vais commencer, puis je vous passe vite la parole. Hein, mais c'est un film assez mystérieux, vraiment. Enfin, ça tombe bien, c'est un peu le sujet du film, quand même, le mystère qui plane. Mais du coup, ça m'intéresse que tu nous racontes un tout petit peu par quel biais tu es arrivé au croisement de ces deux récits qui forment une espèce de, je sais pas comment appeler ça, un puzzle, enfin une confluence, il faudrait des termes de géographe pour être un peu conforme à l'univers du film. Qu'est-ce qui les accole et qu'est-ce qui fait que ces deux récits-là s'emboîtaient pour pouvoir produire un film unique? C'est pas un film si pensé. Je voulais faire un film qu'on appelle choral, donc avec des personnages, plusieurs personnages qu'on suit dans l'université. Et au début, il y avait plus de personnages. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'en avais trop, donc je suis revenue en arrière et j'en ai supprimé un. Et il en est resté deux. Parce que ça allait faire un film énorme, en fait. J'étais partie pour un film vraiment énorme. Et déjà, il est assez long. Et donc, en fait, j'ai décidé de... Comme j'ai beaucoup été scénariste et que j'en ai marre de la dramaturgie au sens où on l'enseigne, hein, c'est-à-dire avec, au fond, en ce moment, ce qu'on enseigne à la FEMIS ou ailleurs, c'est qu'on doit construire des histoires selon une certaine manière qui serait soi-disant la même depuis Aristote, mais surtout qui est la même à Hollywood, selon des manuels qui ont été faits, et avec des systèmes narratifs où on divise l'histoire par temps, etc. Il y a toutes sortes de gourous du scénario qui viennent régulièrement à la Cinémathèque ou ailleurs pour raconter ça. Donc personnellement, je suis très hostile à tout cet enseignement. Et récemment aussi un tout petit peu en enseignant, un tout petit peu avec des scénaristes, donc je voulais plutôt débrider l'imagination que d'essayer de la contraindre. Hein. Et je m'intéressais aux méthodes d'improvisation. Et donc c'est un film que j'ai écrit avec une idée d'improvisation, en m'inspirant de textes de Cesare Zavattini, le père du néo-réalisme italien, qui était un grand scénariste, qui a écrit Le voleur de bicyclette et qui avait théorisé assez tard dans sa carrière, à la suite de nombreuses petites nouvelles qu'il écrivait dans les journaux pour survivre à un moment, pendant la guerre. Et il pensait qu'il valait mieux ne pas savoir la fin de l'histoire, qu'il fallait commencer l'histoire sur quelque chose qui nous plaisait, nous attirait, qui se présentait à nous comme une énigme ou quelque chose qui fait sens, et ensuite avancer à partir de là comme si on découvrait un pays inconnu. Et donc on arrive dans une ville inconnue, on se dit ah tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc c'est en fait une idée un peu platonicienne, c'est-à-dire le récit existerait antérieurement à nous et en avançant on le découvrirait. Donc j'ai procédé comme ça. Et du coup, en fait, c'est seulement au cours de l'écriture que je me suis dit, puisqu'il a cet âge-là et qu'elle a cet âge-là, la mère de Yon, parce que j'avais écrit son histoire, mais je ne savais pas comment j'avançais, j'écrivais les scènes, en pensant que j'en jetterais plus d'ailleurs, que j'avancerais, puis après je trierais dans les scènes, un peu comme on fait quand on monte un documentaire au fond. Et finalement, je me suis dit, sa mère, c'est forcément une ancienne amie de Françoise, donc c'était pas du tout prévu. Du coup, c'était très fort que j'écrivais et je trouvais ça et hop, je l'écrivais. Et c'était vraiment merveilleux de découvrir le film au fur et à mesure. Après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas revenue en arrière, j'ai quand même enlevé certaines scènes, j'ai retravaillé. Mais je me suis rendu compte aussi que j'étais scénariste depuis très longtemps et que du coup, je pouvais aussi faire comme un vieux jazzman ou comme un danseur qui a de l'expérience et donc improviser en retombant sur mes pieds, quoi. Ou sur mes notes, sur la note sur laquelle je veux tomber, comme ça. À l'écriture du scénario. Oui, je l'ai écrit très vite, en 2 mois, j'ai écrit très très vite. C'était quoi le troisième personnage, juste pour avoir une idée de la... C'est un personnage sur lequel j'ai mis certains thèmes sur les 2 autres. C'était une étudiante ouais, non, mais j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai l'impression de l'avoir abandonné, ce personnage. J'ai pas envie d'en parler, elle est comme dans les limbes, c'était une fille.
Elle est comme dans les limbes, c'est terrible. Je ne dirai pas, je répondrai pas à cette question. Je vois ça, je vois ça. Bon, deuxième question un peu simple, mais qu'est-ce qui fait que tu en arrives à intégrer ce milieu de l'université, qui est d'ailleurs assez en vogue sur les écrans? On a reçu il n'y a pas très longtemps une réalisatrice pour le film Même pas peur, c'était pas ça le titre, à chaque fois je me peur de rien. Voilà. C'était quoi ça? Non mais je me souviens plus. C'est le film de Daniel Arvid. Ah, ça se passe dans une université aussi? En partie, ouais, ça parle de son rapport à sa prof d'histoire de l'art, qui est Muriel Gagnebain en l'occurrence, qui a son vrai nom dans le film et tout ça. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à ce milieu-là? Il y a plein de raisons, mais... Bah déjà, moi je tourne très lentement, donc à chaque fois j'ai un sujet, et puis après, comme moi je mets très longtemps à trouver de l'argent pour mes films. Je m'intéresse à ce sujet, pas parce qu'il était en vogue, parce que vraiment au contraire justement parce que personne ne s'était intéressé à l'université. Et je trouvais que c'était un univers intéressant pour raconter quelque chose sur les humains. C'était comme une ville dans la ville avec le savoir. Je sais pas en fait, c'est pas. Pas quelqu'un de très intellectuel en fait. Donc j'ai eu envie de tourner dans l'université. Et ça a été fructueux. Voilà. J'ai senti que ça serait fructueux et ça l'a été. Et ensuite, tu choisis quand même une prof d'histoire de l'art. Donc là, pour le coup, ça hérite vraiment le film. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette activité-là, cette discipline universitaire-là, et quel type de tableau tu as choisi pour que ça puisse précisément résonner avec le parcours de tes personnages? Alors, je pense que j'ai parlé de choses que j'aime, et j'aime beaucoup la peinture de cette époque-là, particulièrement de la fin de la Renaissance, au début du classicisme, enfin, du XVIe, XVIIe siècle. Et sans doute que parler de la peinture ou d'un prof d'histoire de l'art, c'était une manière de parler du cinéma de manière à peine transposée. Elle est tout le temps avec un écran derrière elle, donc c'était visuellement intéressant. Et puis au fond, souvent la peinture, on va dire, c'est l'art, c'est le grand art. Enfin, donc ça m'intéressait. C'est un film qui parle d'art, pas seulement de la peinture. Il y a un personnage de musicien aussi. Il y a la littérature, Lydie Proust. Il y a tous les arts qui sont représentés en fait. Il y a des moments dansés. Donc c'est un film. Voilà, comment j'ai choisi. En fait, je ne sais pas comment je choisis les choses. Hein. C'est-à-dire, je me dis, ah tiens, les profs d'histoire de l'art, j'écris. Je ne sais pas comment dire. Ça paraît un peu... je pense qu'en France, on aime bien que le réalisateur soit très cérébral, mais moi, je suis très... soit je peux danser avec, soit je le fais pas, quoi. Parce que Daniel Arvid, puisqu'elle était là il n'y a pas longtemps, elle a fait réécrire par la prof dont elle s'était inspirée les leçons qu'elle lui fait donner à l'intérieur du film, pour avoir une espèce de vérité, de caution historique et presque scientifique. Alors que toi, on voit que les discours tenus dans le cadre des cours magistraux sont quand même beaucoup plus métaphoriques que ça. Enfin, parlent de façon presque plus libre de la situation des personnages, de leur rapport à leur propre passé, que de l'œuvre elle-même, même si à chaque fois c'est un point de départ. Oui, c'est juste ce que tu dis. C'est-à-dire que je suis très scénariste au fond de moi, donc j'utilise n'importe quel élément de réalité pour faire part d'une façon sensible d'un aspect d'une réalité du film. Donc tous les cours de Françoise, ce sont des cours qui rendent compte de sa réalité intérieure. Donc c'est quelqu'un qui a perdu le paysage dont elle est issue. Quelque chose d'elle est perdu. L'énigme réside dans cette perte. Hein, et elle en fait part à travers ses cours d'histoire de l'art. Elle voit mais elle ne le sait pas elle-même. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer des universitaires. Je me souvenais d'une phrase qu'avait dit Mankiewicz, qui était que on ne pouvait plus, dans les années 70, montrer des personnages, deux universitaires en train d'avoir une conversation élaborée, et qu'il n'était plus possible, après la nouvelle vague, que d'avoir des personnages très... qui parlaient un peu en borborique, ou un langage extrêmement populaire, très peu articulé. Et je m'étais dit...
Pas vu Manu chez Maud, hein. Comment? Vous n'avez pas vu Manu chez Maud, alors. C'est vrai. Non, mais il parlait de la situation aux États-Unis à ce moment-là, et puis c'était plutôt les années 70, pas les années 60. Vous savez, c'était, par exemple, dans les films de Rosier, il y avait ce côté... Bon, alors moi, je n'étais pas d'accord avec lui avant, quand j'étais plus jeune, et je trouvais que c'était effectivement plus intéressant de rendre compte de comment on parle des marins pêcheurs, comment on parle des adolescents quand ils hurlent de rire, etc. Mais là, dans ce film-là, j'ai voulu... je me suis dit, je vais devoir montrer des universitaires, pas seulement les étudiants, qui effectivement passent beaucoup de temps à rire ou à échanger, little talk, comme on dit en anglais. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était que des universitaires soient des gens qui, justement, ne savent pas ce qu'ils font. Qu'ils ne savent pas plus. On ne sait pas plus. On est peut-être plus cultivé, on a peut-être un savoir dans un domaine ou un autre, mais chaque fois qu'on prend la parole, là je parle, je n'ai pas de dialogue écrit, par exemple. Je ne suis pas du tout... Et un prof n'a pas non plus tout écrit, il a peut-être un peu écrit, mais... Et quand je dis, qu'est-ce qui fait que je parle en ce moment à vous, et que je réussis à parler, et que je trouve les mots, c'est quelque chose d'abord de très périlleux, de prendre la parole, qui demande une confiance énorme et qui procède de la confiance que nous éprouvons les uns pour les autres en tant qu'humains. Un universitaire ou quelqu'un d'extrêmement lettré ne maîtrise pas plus l'ensemble de l'énigme du monde que quelqu'un d'autre. À partir de ce moment-là, ça devenait très intéressant de faire un film, d'avoir Françoise, qui à la fois donne des cours d'histoire de l'art, mais qui finalement ne sait pas grand-chose de qui elle est. Enfin, qui sait ça d'ailleurs, je ne sais pas. Donc en fait, l'énigme de tout humain est la même face à lui-même. C'est vertigineux. Donc je voulais communiquer ce vertige, en fait, de la fragilité de la condition humaine, en quelque sorte. Et c'était intéressant de la montrer à travers pas mal de personnages très différents, qu'elle a pu connaître, et puis de plusieurs générations, puisqu'on termine à la fin avec un ancêtre, le grand-père a été joué par un homme de 95 ans, et un bébé, et donc toute la vie humaine est parcourue par le film. C'est un film un peu vaste comme ça. Qui veut poser la première question? Ouais. Je veux simplement dire que je suis rentrée dans ce film complètement comme dans un labyrinthe où des personnages se mouvaient. Il y avait dans la mémoire, dans le rêve, mais aussi dans la forêt, dans les sentiers. Moi, je suis originaire de Brest, et il y avait des moments où j'étais très très émue. Et j'ai adoré vos films. Et bon, je vous écoute parler de la construction, de votre écriture, etc. Mais en fait, on rentre dans ces images, dans cette histoire complètement avec un grand bonheur et en même temps beaucoup d'émotions. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est pas mal déjà. Votre réaction aux questions? Ouais. Les deux personnages principaux se rejoignent à la fin. Alors, superficiellement, comme ça, c'est parce que tous les deux connaissent Moon, la mère du garçon. Mais en réalité, ce sont deux personnages qui ont des processus qui sont analogues, en ce sens qu'ils sont clivés, c'est-à-dire que dans leur identité, ils sont coupés entre deux réalités qui s'opposent. Lui, il ne veut pas entendre parler de sa mère qui est au Chardisée, qui va le plomber, qui va sacrifier son existence, alors qu'il veut aller vers quelque chose de plus intéressant, hein, la faculté, les copains, un couple, etc. Et elle est aussi partagée entre le passé, le grand-père guérisseur, les plantes, la langue
langue bretonne, toute la Bretagne traditionnelle, et en même temps, en ce moment, elle est dans un monde universitaire très brillant, et elle travaille sur des peintures mythologiques très anciennes, puisque ça s'arrête au romantisme. Donc c'est deux univers qui sont, deux mondes qui sont séparés. Maintenant, ça, ces deux personnalités sont coupées, mais le mouvement n'est pas le même. Lui, il veut fuir le passé, il veut progresser vers une vie plus riche, et elle a demandé d'aller travailler à Rennes pour retrouver le folklore de son enfance, la ferme, le ruisseau, le grand-père. Et c'est ce qui fait la différence. Oui, c'est bien raconté. Ouais. Non, c'est vrai, ils sont tous les deux privés, je suis d'accord. Peut-être Kaou, tu peux raconter comment tu as abordé ce personnage, qu'est-ce qu'il racontait dans sa trajectoire pour toi, avant même de raconter comment tu es arrivé sur ce film. Ça marche? On m'entend? Ah ouais. En fait, d'une manière assez simple, j'ai vu le personnage comme quelqu'un qui vient de nulle part, enfin, en tout cas qui ne montre pas et qui débarque comme ça, du coup avec cette liberté-là d'être quelqu'un de nouveau sans passé. Et c'est vraiment ça en tout cas qui m'a interpellé et qui m'a beaucoup intéressé. Parce que justement j'ai déjà, enfin ouais, c'est ce truc d'être libre parce qu'on est inconnu, quoi, qui me plaisait. Et après, ouais, j'ai bien aimé du coup, ouais, de voir développer le personnage avec cette idée du gars qui est de passage, quoi, qui est de passage et qui n'a pas prévu de rester. Voilà. Et toi, tu es arrivé comment sur le film, là? Et du coup, c'est en rencontrant Pascal plusieurs années avant, lors de concerts, en fait, moi je braillais et je chantais dans un groupe de rock'n'roll dans le Finistère. Et du coup, je jouais avec Claude Beyer, qui a été l'acteur principal du premier long métrage de Pascal. Illumination, voilà. Et donc Pascal est venu nous voir jouer, et on s'est rencontrés comme ça plusieurs fois à des concerts. Et voilà, un jour je lui avais fait part de mon envie de jouer, et puis plus tard Pascal m'a contacté pour faire un essai. Comme ça s'est fait. Toi, Pascal, tu l'as choisi pourquoi, alors? Bon, on voit des êtres qu'on aime plus que d'autres, quoi, quand on se sent plus proche. Donc je l'ai vu sur scène et j'ai trouvé qu'il portait une énergie très grande en lui, que c'était un bon chanteur et quelqu'un du spectacle, qu'il était plus comme un acteur sur scène qu'un vrai chanteur, si on peut dire. Donc j'aimais bien ce qu'il faisait, et puis je trouvais qu'il portait quelque chose de secret en lui, je pense, comme Valérie d'ailleurs. C'est ce qu'ils ont en commun, les acteurs, comme s'ils avaient une partie qui réserve. J'avais envie de faire un film très très pudique, en fait, avec ce film. Dans le choix des acteurs, je voulais, et j'ai été heureuse, tous les acteurs avaient cette dimension, cette envie aussi d'aller vers la pudeur. Dans une époque qui est très très exhibée, où tout est très exhibé, très exacerbé, très hystérique dans le jeu. Je voulais faire un film très 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 pudique, avec des sentiments qui restent enfouis et puis on exprime peu. Et j'avais envie de faire un film comme ça, qui allait avec l'université aussi, avec l'idée qu'il y a le savoir, que ça... Voilà, donc Kao m'a plu. Après, c'était pas simple de décider de lui confier le rôle principal. Donc, comme il y a eu des attentes sur le financement, je le revoyais de loin en loin. Il passait à Port-Louis, où j'habitais à l'époque. On faisait une lecture. Après, je le voyais plus. On l'a fait venir à Lorient avec Sonia Larue, ma directrice de casting en Bretagne. Voilà, et puis finalement à Rennes,
fois où on était vraiment au casting. Et j'ai décidé en fait assez tard. Ça a dû être dur pour toi, c'était long. Hein. Ouais, Et moi, je me rendais pas compte parce que quand on fait un film, il y a la notion, enfin, du temps. C'est Sonia qui m'a dit un jour, tu sais, Pascal, K.O. attend depuis 200 que tu le dises. C'était comme si ça avait été des fiançailles, je sais pas, où on attend très longtemps. C'était un peu ça. C'était pas par cruauté, c'était par... parce que tant qu'on n'est pas face à la production du film, on ne peut pas dérouiller un acteur de toute façon. Donc je savais que j'étais intéressée par lui, mais on attend le moment où les choses deviennent concrètes, où on sait qui allait jouer. Donc là, une fois que j'avais Valérie, j'avais l'idée d'Elina. Enfin, un casting, ça se constitue comme une constellation. On ne peut pas dire on fait la cuisine et puis on ne fait pas la salle de bain de la maison. Enfin, on peut tout faire ensemble. Elle vient de te comparer à la salle de bain, enfin je sais pas. Qui veut poser Il aime beaucoup, c'était sa scène préférée de prendre un bain. Vous avez un micro? Ah bon? Ouais, très bien. Je te pose, la fille qui jouait l'aveugle était aveugle ou quoi? Non. Ah non. C'est une des étudiantes qui accompagnait le film. J'avais un groupe de 12 étudiants qui accompagnaient une résidence que j'avais dans l'université. Et donc, il y en a certains qui jouent des petits rôles. Elle, je l'avais vue pour lui faire jouer un petit rôle. Et puis, elle jouait tellement bien que j'ai même réécrit le rôle de la petite amie de Yon pour elle, dans l'idée qu'elle soit aveugle. Et voilà. Elle a appris à marcher avec une canne, à lire le braille, elle a beaucoup travaillé. Mais elle avait tellement de talent. Oui, bonsoir. Je voulais vous remercier parce que votre film, je trouve qu'il synthétise bien toutes les évolutions qui ont eu lieu en Bretagne, en fait, qui ont été ultra rapides. Moi, je suis né à l'île d'Ouessant en 1951. Et mon histoire, ça a été une histoire de bouleversement aussi, quoi. C'est-à-dire de partir d'une île où on était promis à être marin de commerce et marin de la marine nationale, et le seul débouché c'était ça. Et moi je me suis retrouvé pour l'année à Marseille à l'âge de 6 ans, ce qui fait que ça a orienté ma vie complètement différemment. Il y a aussi dans votre film, je trouve qui est chouette, c'est le problème de l'alcoolisme en filigrane, notamment par l'histoire de cet enfant. Pour ma part, c'est vrai que ma mère est morte dans l'alcool aussi. Et vous retranscrivez bien ce que ça peut vouloir dire être dans une problématique de communication avec quelqu'un qui est alcoolique, qui est en train de se détruire. Et au niveau de la jeunesse, ce que ça peut poser comme problème, où à la fois on a envie de continuer le lien, et à la fois il est tellement débutant qu'on veut se réfugier ailleurs. Moi, ce que j'aime bien dans votre film, c'est le lien qui se crée entre la prof et le jeune, parce que ça ressemble un peu à ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé en 6e à apprécier les profs et le savoir, ça a été ma planète, mon Arcadie, quoi. Voilà. Ça a été effectivement le refuge dans lequel j'ai pu tenir le coup pour fuir cette réalité qui était pas une réalité de vie, en fait, qui était une réalité de mort, quoi. Et votre film est extraordinaire là-dessus, je trouve. Et puis en plus, en tant que breton, on a l'impression parfois de sentir vraiment voilà, la Bretagne. Et merci pour ça. Alice ? Ah non, c'était vous, ce que vous avez dit. Non, c'est vrai. Je le dis, c'est quand même un des vrais défis du film, d'essayer de sentir l'air, d'être sensible à l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on se donne comme règle du jeu pour essayer de reconstituer ça, enfin, une couleur de paysage, C'était assez méticuleux en fait. On avait un temps plus long que d'habitude pour préparer les scènes, en dehors des moments de tournage, puisqu'on tournait par épisode. Donc si on tourne 6 ou 8 semaines d'affilée, on n'a pas le temps de se réorganiser. Souvent les week-ends sont peut-être que de 1 jour.
Donc on est un peu en apnée en fait. Tandis que là on tournait 10 jours, on arrêtait pour attendre la saison suivante et on tournait dans la continuité. Du coup, Daniela qui est là, costumière, pourrait en témoigner. On a pu prêter un soin, par exemple, au costume, puisqu'on habillait les personnages au fur et à mesure où ils arrivaient. Par exemple, Moon et ses amis, ils sont arrivés, on a commencé à tourner avec eux en novembre, et on a fait d'autres scènes après en février. Et du coup, on a eu le temps de vraiment travailler sur les costumes déjà de Dionne, Françoise, puis tout à coup, il a fallu habiller. Donc on pouvait, alors que dans un tournage, on se dit, bon, on va terminer de préparer ça, tel acteur arrive à tel moment, on n'a pas tous les habits. Enfin, dans des productions comme la mienne, où on n'a pas beaucoup d'argent, on est une toute petite équipe, et là, on a pu passer un temps, le temps travaillait pour nous, c'est-à-dire on essayait quelque chose, les acteurs passaient, donc ça, c'était très agréable. Et tout a été fait comme ça, dans cette délicatesse de capter dans la finesse, justement, dans une démarche vraiment anti-hystérique, tout le temps. Et du coup, l'autre chose qui a compté beaucoup, c'est d'avoir le temps précis pour ce second tournage. Je voulais vraiment qu'il y ait une sorte de climatologie dans le film. Et, alors bon, j'ai eu de la chance. Après, j'étais tout le temps en train de regarder la carte météo, hein, donc c'est pas non plus de la chance toujours. Et puis après, on essayait de tenir ça par le découpage. Enfin, c'est tout pour intégrer les éléments, que ça marche, tourner la caméra rapidement pour attraper une averse qui avait lieu et être prêt à la cadrer très vite, ce que je pouvais faire en restant tout le temps dans l'université. Je connaissais tellement bien les lieux qu'un cadre pouvait s'installer très très vite, visuellement, quoi. Au bout d'un moment, on connaît toutes les focales, les meilleures pour chaque lieu, les meilleures... voilà, je connaissais par cœur l'université, en fait, ça c'était très agréable. Et ensuite, je pense que la dimension la plus importante, c'est celle du son. J'ai passé énormément de temps au son sur ce film. Et en fait, à cause de mes ententes avec des monteurs son, j'ai eu du mal à me faire comprendre. Et du coup, j'ai plongé plus que jamais dans le son, qui est quelque chose que j'aime beaucoup pour avoir travaillé à la radio, à Radio Nova, où c'est des choses très créatives et il y a longtemps. Et j'aime beaucoup le son. Donc c'était par exemple d'avoir beaucoup de prises de son, d'illustrer chaque art, retrouver le son quand on avait toute une gamme de sons pour les arbres, d'utiliser très peu de sons qui ne venaient pas des lieux, se servir énormément des sons du direct, c'est-à-dire que les oiseaux qui chantent quand Françoise avance sur le chemin, comme c'était avril, tout à coup les oiseaux sont bien chantés sur son passage, c'était dans les buissons, et du coup on n'a presque rien rajouté. On rajoutait tout le temps, il y a un moment, on avait une série d'airs, ce qu'on appelle des airs, juste comme ça, on en avait plusieurs et on commençait vraiment à bien les disposer, un air qui est plus proche, un air qui est plus lointain, un fond, et donc de recréer aussi des profondeurs, un peu comme dans la peinture, où on a fait ça à l'étalonnage, on a beaucoup retravaillé les images, mais d'une façon où je pense que ça ne fait pas, c'est pas dans un but de rendre les choses artificielles, mais au contraire de retourner vers la couleur exacte d'un hou, la couleur d'une herbe en avril, des feuilles d'un pommier, etc. Parce qu'en fait, le numérique, pour moi, transforme beaucoup les couleurs de la nature. C'est très dur de rendre les verts. Donc on a travaillé beaucoup. Et par exemple, je suis arrivée à l'étalonnage parce qu'au début on avait du mal avec des livres par exemple sur comment les peintres travaillaient. Donc à l'époque les recettes en quelque sorte à l'époque des impressionnistes où ils savaient très très bien rendre ces verres de printemps. Donc je me demandais comment ils faisaient. Donc il y a eu une sorte de recettes qui sont venues après Monet, enfin ça a été synthétisé au 19e, donc il fallait mettre une pointe de rose tyrien dans les verres, et donc on a essayé ça. On s'est dit, en fait c'est ça, il nous manque un rose très vif. On a essayé des choses de peintre, en fait, avec le numérique. Avec mon étalonneuse Isabelle Laclos, qui est extrêmement douée. Voilà, mais au son c'était pareil, c'est-à-dire que c'était vraiment de
de chercher, d'avoir la sensation d'un oiseau, des choses très minuscules comme ça. Après, on a utilisé par exemple le son du saule tortueux quand on le dit, on l'a réutilisé ailleurs comme un. Mais il est fondu, mais il mettait tout de suite une dimension tendre, parce que ça rappelait ce qu'ils avaient entendu. Donc voilà, c'était comme une partition sonore aussi. Qui nous amène au titre, Suite armoricaine. Oui. Tu l'as choisi comment, pourquoi? On voit bien cette dimension musicale dans la composition générale du film, mais qu'est-ce qui faisait plus sens par rapport à ce récit? En fait, un titre, j'ai l'impression qu'au moment où on le trouve et où on ne le remet plus en question, c'est que c'est le titre, comme si ça avait toujours été le titre, comme un nom donné à quelqu'un. Je me suis dit que c'était exactement ça, que c'était le titre qui synthétisait à la fois l'idée de succession, l'idée de la musique, mais avec des musiques différentes, avec qui se succèdent, hein. L'idée de danse aussi, puisque la suite c'est une danse. Et puis armoricaine était un mot qui me convenait bien, qui me permettait d'éviter le nom de Bretagne, parce que je trouvais que ça donnait une dimension plus géographique, le massif armoricain, comme on apprend à l'école, et aussi quelque chose de plus ancien en fait que l'arrivée des Bretons en Bretagne. Vers le moment où la Bretagne devient Bretagne, c'est quand les Bretons arrivent. Et avant, c'était l'Armorique, le pays près de la mer. Alors j'ai une question à propos qui m'intrigue, c'est le rapport qu'il y a entre les premières images que l'on aperçoit, où on voit des pelleteuses, des manifestations. Je me suis dit, tiens, ça va être sur quelque chose, ça va revenir dans le film. Et puis, non, rien du tout. Après, il n'est plus question de chamboulement qui, en Bretagne comme ailleurs, se passe. Donc, voilà ma question, mon intrigue. Alors, déjà, c'est pas les premières images, en fait. Les premières images, c'est la petite fille face au miroir. Donc, il y a un prologue et en fait, les images d'archives décrivent ce prologue de la petite fille se passe dans l'idée en 1972. Et ça décrit en quelque sorte ce qui s'est passé dans les années qui suivent, qui sont la fin de son enfance, son adolescence, l'âge de 20 ans. Donc on termine dans la salle de la Cité. Je voulais raconter en une minute et des poussières le destin de la Bretagne pendant cette décennie-là. Comment la perte de croyance dans les grands travaux collectifs dirigés par la puissance étatique, la montée des révoltes face aux catastrophes générées par l'industrie, donc que ce soit la Mocoucadis, effectivement, avec les images du film de René Vauthier, mais aussi la lutte contre la centrale de Plogoff. Et de là naissent les festivals, hein, et tout à coup le rock qui surgit là-dessus. Au début, ça a commencé avec de la musique plutôt d'origine bretonne, enfin Alain Stivell, etc., où ils ont mis des batteries. Donc d'ailleurs, mon titre est aussi un titre. Enfin, Stivell avait fait le sud-armoricaine, donc. Mais j'y ai pas pensé tout de suite quand j'ai trouvé le titre. Mais après, ça ne me déplaisait pas, parce que je trouve que Stivell a fait un truc très important en étant le premier des instruments de rock sur de la musique traditionnelle. Et donc, je voulais montrer ça comme le background de Françoise et de toute sa génération. C'est-à-dire cette sensation de rébellion totale, mais qui se termine dans le rock, dans le punk, donc au fond dans le renoncement à la politique, enfin, dans une forme de renoncement. C'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, voilà, donc c'est pour décrire, c'est un peu un film d'histoire contemporaine. C'est comme si je disais, maintenant je vais vous raconter l'adolescence de Françoise, et son adolescence, c'est ça. C'est qu'elle a vécu ça.
la destruction du paysage qu'elle aimait. Donc à la fois on ne le voit plus, mais on le sait que c'est aussi l'Arcadie, c'est aussi le paysage avant le remembrement. Le Gall de Senlis, quoique de l'Orient. Et je vais faire écho à notre ami brestois. Moi, j'ai, pendant 40 ans, ignoré la Bretagne. Et puis, j'ai été amené à m'investir professionnellement en Bretagne. Et le film qu'il a, que j'ai vu, c'est exactement les impressions, les sentiments que j'avais quand j'ai découvert la Bretagne. C'est-à-dire cette partie luxuriante de la campagne, ce vert, cette ville, Rennes, mais c'est une autre, ça peut être, les chantiers. Tout ça, je revoyais mes premières impressions quand j'ai commencé à circuler dans toute la Bretagne, et je me disais, mais c'est pas possible. C'est moi qui conduis, c'est moi qui suis dans le champ, c'est moi... C'était exactement cette espèce de retrouvailles avec les premières émotions que j'ai eues, tardivement, mais vivaces, avec cette découverte. Donc ça me touche énormément de voir ce film dans cette composition-là, et qui en même temps me frappe au cœur. Voilà. Merci à Jean-Louis. Je vais poser la petite dernière. Ouais. Bonjour et merci pour ce film qui m'a beaucoup impressionné. Ce personnage de femme qui, enfin pour moi, est comme un personnage à l'arrêt en même temps. C'est-à-dire qu'elle est en train de vivre une séparation qu'elle a décidée elle, mais on a l'impression que tout glisse, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de... Elle est comme un fantôme qui est en train de traverser sa propre vie. Et c'est impressionnant, effectivement, par rapport à tout ce qu'on voit dans les images de télévision et de cinéma aujourd'hui sur les femmes qui ont, je ne vais pas dire hystériques juste après le 8 mars, mais je veux dire, ce personnage est intriguant quand même. Elle est obligée de retourner à une espèce de source pour peut-être réavancer. Et qu'est-ce qu'elle va devenir après, une fois qu'elle aura pris conscience de oui, ce qui a fait ce qu'elle est. Ça, c'est la question que pose le public américain. Il pense que le film continue après le film. Non, je ne sais pas ce qu'elle fait après. Je pense qu'elle est obligée de passer par là. Je pense qu'effectivement, elle est dans un moment d'interrogation sur elle-même et qu'elle explore en fait quelque chose d'elle-même qu'elle n'a jamais exploré, comme ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, par exemple. Et il y a aussi se délivrer d'un deuil. On suppose que dans sa famille, comme elle le dit à un moment, tout le monde est mort maintenant, et il y a un moment où il faut retourner dans les lieux, c'est comme une boucle qui se ferme. Mais je ne sais pas ce qu'elle fait après. Le film, il s'arrête. Le film, c'est pas un film. C'est pas tellement un film sur les personnages en réalité. Hein. Le film, il se finit sans personnage. Il se finit sur le paysage face au spectateur, comme un monde offert aux yeux et aux oreilles, hein, mais aussi offert pour être traversé, pour un monde qui est réapproprié et qui se trouve dans l'instant, qui se trouve maintenant, quoi. À la fin, c'est maintenant, alors qu'avant, c'est toujours plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui se fait à quoi? À la fin, on est là, maintenant. Et ça ne se passe plus avec les personnages, ça se passe, qu'on a vu, sortir du champ, chacun à sa façon, avec les pas qui s'enchaînent, et après, c'est quelque chose entre le film et son public, en fait. Je voulais vous remercier aussi pour ce film que j'ai énormément aimé. Et plusieurs fois, je me suis dit que ça aurait pu être une histoire où on aurait pu s'ennuyer. Et pas du tout. C'est absolument tout le contraire.
Et parce que j'étais en tout cas extrêmement sensible à ce que vous avez dit sur l'étalonnage des couleurs, des sons, sur tout ce travail de tricotage et de maillage qui est très précis, qu'on ressent très fort. J'ai également énormément aimé la musique, beaucoup, beaucoup, les sons et la musique, et je trouve qu'elle arrive toujours, on l'attend, elle arrive, elle est comme un personnage, elle est extrêmement importante, je trouve, elle nous fait suivre un fil, puisque ça part un peu, justement, on ne sait pas très bien qui est le personnage principal, le héros, etc. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, la façon dont vous jouez, et oui, beaucoup. Voilà, c'est un personnage extrêmement attachant dans ce film. Et j'essaie de retrouver mon idée. Oui, c'est ça. Et j'ai énormément aimé aussi le montage, je crois qu'on peut dire, les scénarios, parce qu'on est surpris. Vous nous ramenez en arrière, on croit qu'on avance, on croit qu'on a terminé, pas du tout. Ça repart, on se rend compte que vous nous avez embarqué ailleurs, qu'en fait on repart en arrière. J'ai pas ressenti ça du tout comme des flashbacks. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais pour moi, c'était pas des flashbacks. Oui, voilà. D'accord, on est bien d'accord. Il y a un flashback, c'est la boîte de nuit. Oui. Pour moi, ça, c'est un vrai flashback. Et finalement, vous nous embarquez dans quelque chose qui est complexe, qui s'amplifie, qui n'est pas si simple. Et je voulais juste vous dire pour terminer que vous avez bien raison de résister. Voilà. Parce que vous avez dit au départ. Bravo. Ça s'appelle une conclusion. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux.